Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le séjour en maternité. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur aujourd'hui la maternité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le séjour en maternité, comment ça se passe? Je vais surtout en parler aujourd'hui par rapport à la voie basse, l'accouchement naturel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent avec la césarienne. Et je ferai un peu plus tard une vidéo exclusivement sur la césarienne pour que vous soyez bien au clair. Mais si jamais vous avez une césarienne, vous allez quand même trouver pas mal d'infos dans cette vidéo, je pense, qui devrait en tout cas vous aider pour savoir un petit peu comment ça va se passer, le séjour en maternité. Alors déjà, d'un point de vue général, on compte à peu près entre 3 et 5 jours le séjour en maternité. Sachant que le jour de l'accouchement, c'est jour 0, il ne compte pas, d'accord? Donc le jour de l'accouchement, jour 0, le lendemain, J1, J2, J3, etc. Si vous voulez sortir plus tôt, on parle de sortie précoce, ce qui est possible à partir de J2. C'est possible, mais il faut que vous ayez une sage-femme libérale à la maison qui puisse vous prendre en charge, donc vous surveillez vous, ainsi que votre bébé. Normalement, au 3e jour de vie, on fait le Guthrie, la prise de sang obligatoire pour détecter les maladies rares comme la mucoviscidose, la drépanocytose, la phénylcétonurie, etc., etc. Et donc, cette prise de sang doit être faite, si elle n'est pas faite à l'hôpital pendant votre séjour, il faut qu'elle soit faite obligatoirement par votre sage-femme libérale à la maison. C'est pour cela que si vous voulez une sortie précoce, il faut bien demander à votre sage-femme libérale si elle peut faire le Guthrie à la maison, donc la prise de sang de votre bébé à la maison. Si vous avez une sage-femme libérale, qu'elle fait le Guthrie à la maison et que votre bébé, deux critères, ne perd pas trop de poids et n'est pas trop jaune, alors on peut envisager une sortie précoce à la maison. Sachez qu'à l'hôpital, il n'y a pas d'intérêt à vous garder, en tout cas financier, d'accord? Donc clairement, on ne va pas vous garder des jours et des jours juste pour le plaisir. On vous garde en général parce que vraiment, il y a une nécessité pour vous et pour votre bébé ou pour votre bébé, d'accord? Donc c'est parce qu'on doit surveiller quelque chose, on doit surveiller, je sais pas moi, la mise au sein, l'allaitement, la jaunisse, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous garde. On ne vous garde pas pour le plaisir, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas pour nous à l'hôpital, il n'y a pas d'intérêt à vous garder, que ce soit financier. Donc surtout, sortez ça de votre tête, c'est vraiment pour l'intérêt de vous ou de votre bébé si on vous garde. Comment ça se passe un peu une journée type? Alors, le matin, vous vous levez, distribution des petits déjeuners, généralement c'est assez tôt, il faut quand même, c'est plutôt vers 7h30, 8h, donc vous commencez un peu sur les chapeaux de roue. Et ensuite, toute la matinée est très chargée. Vous avez le bain avec l'auxiliaire puéricultrice qui vous montre comment ça se passe. Vous avez au premier jour la visite du pédiatre pour votre bébé, pour voir comment il va, comment il se sent, s'il n'y a rien de particulier, etc. Vous avez tous les jours la visite de la sage-femme pour vérifier vos saignements, vérifier vos douleurs, vérifier votre périnée, vérifier votre cicatrice de césarienne, vos jambes, vos seins, enfin bref, tout. Refaire un petit check-up complet vous concernant, vous maman. Vous avez la réfection du lit, on retire le repas, vous avez les mises au sein, vous avez l'alimentation de votre bébé. Bref, la matinée est très chargée. En général, l'après-midi, c'est les heures de visite. Alors là, en ce moment, on est en confinement, donc il n'y a pas de visite, il n'y a même pas le papa. Ce qui fait que les journées paraissent un peu longues pour maman. Mais il y a quand même un petit avantage, c'est que du coup, la maman peut se reposer. Parce que souvent, la nuit, les mamans dorment très peu. Elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Et si le jour, elle a beaucoup de visites et elle ne dort pas non plus, et bien du coup, elles ne dorment ni la nuit, ni le jour. Donc elles sont lessivées et elles rentrent chez elles déprimée, fatiguée, de mauvaise humeur, pas bien, avec un baby blues, avec les douleurs, enfin bref, il y a tout qui prend des proportions énormes. Donc là, il y a un tout petit avantage au confinement, c'est le fait que justement, il n'y ait plus de visites en maternité. Alors, le fait que papa puisse pas venir, ça, on ne peut pas dire que ce soit un avantage, parce qu'en général, c'est une grande aide. Alors parfois, il est stressant. Parfois, c'est vrai que vous, les papas, vous stressez un peu vos épouses, vous êtes un peu inquiets, tout ça, mais ça, c'est normal, c'est comme tout le monde. On prend les choses très à cœur, donc forcément, on est un petit peu véhiculant un peu de stress. Ça, c'est souvent normal, donc c'est pas grave. Mais voilà, sachez en tout cas, les mamans, on voit qu'elles le vivent finalement plutôt bien. Alors le conjoint, c'est un peu dur quand même la séparation, mais en tout cas les familles, même si évidemment on aimerait que tout le monde vienne nous voir, tout le monde vienne voir notre merveille qu'on vient de mettre au monde, etc. Finalement, on voit quand même que vous arrivez à plus vous reposer, donc il y a quand même un petit avantage au fait d'être séparés. Je dis pas que c'est génial, je dis pas que c'est super, j'essaie juste de trouver un côté positif à la chose, parce que voilà, il faut en trouver un, que c'est pas évident.
Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les mamans, en tout cas, se reposent davantage et ça, c'est pas plus mal. Donc, l'après-midi, donc soit vous avez les visites en temps normal, soit vous vous reposez. Tout ça entremêlé de pauses pour justement bébé qui se réveille et qui veut manger. Manger, donc du coup, je vais vous parler un petit peu de l'allaitement. Alors, soit vous voulez partir sur un allaitement maternel, soit vous partez sur un allaitement artificiel. Un allaitement artificiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire des biberons. Sachez que les biberons, ça se digère un petit peu moins bien que l'allaitement. Donc il faut espacer les biberons toutes les 3 à 4 heures, d'accord? Mais en tout cas, il faut minimum espacer le biberon pour qu'il n'y ait pas trop de lait d'un coup dans l'estomac et que du coup, après, il n'y ait pas un bébé qui soit gavé et qui du coup vomisse parce qu'il y a un trop plein, d'accord? Donc il faut vraiment le laisser digérer tranquillement. Avec l'allaitement artificiel, donc avec les biberons, il faut bien penser à lui faire le petit rot de faim. Contrairement au lait maternel où il n'y a pas forcément besoin d'un petit rot de faim parce qu'il se digère très bien et plus vite que le lait artificiel. Donc si vous souhaitez faire un allaitement maternel, c'est à la demande, d'accord? Il n'y a pas de délai à respecter entre 2 mises au sein, contrairement au biberon où il faut respecter un délai entre 2 biberons. L'allaitement maternel, il n'y a pas de délai. Ça veut dire qu'en général, on le fait toutes les 3-4 heures, mais souvent, vous allez voir que votre bébé va se réveiller bien avant, parce qu'en fait, il l'aura digéré plus vite, et du coup, va vous demander, parfois au bout de 2 heures, 2 heures et demie, donc là, c'est encore correct, mais parfois même au bout d'1 heure et demie, et là, du coup, ça vous fatigue pas mal. Mais en même temps, voilà, il faut ce qu'il faut. L'allaitement, ça a plein d'avantages, ça a aussi quelques inconvénients. C'est pour ça que certaines mamans préfèrent l'allaitement artificiel. Ça, il ne faut surtout pas juger ni l'un ni l'autre. C'est vraiment comment est-ce que vous le ressentez, comment est-ce que vous appréhendez la chose, comment est-ce que le contact au sein avec votre bébé, vous le sentez, vous en avez envie. Donc ça, surtout, déculpabilisez-vous. Il n'y a pas de stress à avoir, c'est vraiment vous, votre ressenti et qu'est-ce que vous aimeriez en tant que maman faire, d'accord? Certes, il y a des avantages dans l'allaitement maternel, mais il y a aussi des avantages dans le biberon, d'accord? Donc il n'y a pas que des inconvénients dans l'un et des avantages dans l'autre, c'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Donc vraiment faites attention à ça, prenez votre temps pour décider. Vous pouvez faire aussi une tétée d'accueil en salle de naissance, faire une première approche, voir un petit peu comment ça se passe. Si le contact vous plaît, etc., vous pouvez vous lancer dans l'allaitement maternel. Mais si le contact ne vous plaît pas, que ça vous gêne, que ça vous fait mal, que vraiment il y a quelque chose qui ne vous accrochez pas, vous avez le droit de dire bah non, c'est pas pour moi, et hop, vous partez sur un biberon. Sachez simplement que la douleur, alors parfois c'est pas vraiment un critère parce que du coup c'est parfois juste une mauvaise position. C'est pour ça que nos collègues auxiliaires purs, c'est vraiment leur travail et c'est elles qui pourront vous guider et vous expliquer comment le mettre au sein correctement, comment le positionner correctement. Sachez qu'il y a plusieurs positions possibles, donc la madone, le ballon de rugby, sur le côté, etc. etc. Voilà, il y a pas mal de positions. Permettre d'éviter les crevasses, enfin, voilà, mais ça je leur ferai une vidéo je pense. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, une vidéo vraiment spécifique à l'allaitement. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, les crevasses, les mastites, les choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo. Donc l'allaitement. Sachez que vous allaitez ou non, vous aurez a priori une montée de lait vers le 3e jour de vie de votre bébé. En général, c'est au bout du 3e jour. Après, parfois c'est un peu plus tôt, parfois c'est un peu plus tard, mais en général, c'est au 3e jour. Une montée de lait, ça veut dire que vos seins vont se mettre à gonfler, vont être bien tendus, et au lieu d'avoir du coup le petit colostrum du début, vous aurez le lait. Donc au lieu que ça soit un petit peu jaunâtre, tout ça, ça sera vraiment blanc comme du lait, comme ce que vous vous servez parfois le matin dans votre frigo, du lait, voilà. Ce sera vraiment du lait. Et donc du coup, plus tendu, etc. Et vous allez voir que ça va avoir vraiment un impact sur votre bébé. Que vous allaitez ou non, vous aurez une montée de lait, c'est physiologique, d'accord? Mais sachez que si vous n'allaitez pas, que vous avez le soutien-gorge bien serré jour et nuit, que vous ne stimulez pas trop la poitrine et qu'il n'y a pas justement de stimulation, normalement la montée de lait devrait être moins forte. Par contre, sachez simplement, donc je redis ça, que vous allaitez ou non, il y aura des conséquences sur votre bébé. Quelles sont les conséquences? C'est un bébé hyper excité. Vous allez voir que le jour de votre montée de lait, bébé va beaucoup pleurer, va avoir tendance à être beaucoup au sein ou en tout cas dans les bras si vous n'allaitez pas, beaucoup en contact. Si jamais vous allaitez, vous allez voir que vous allez le mettre au sein, il va faire 2 tétées, il va s'endormir, vous allez vous dire ah super, je le remets dans son lit et là il va se réveiller, il va de nouveau avoir envie d'être en contact, de téter. Vous allez le remettre et refaire et remettre et refaire. Et donc ça, souvent les mamans sont en panique en disant je sais pas ce qu'il a, il pleure beaucoup, je sais pas. Non, c'est juste que vous avez la montée de lait et là c'est l'instinct animal qui reprend le dessus, l'odeur qui appâte, etc. Et donc bébé a besoin d'énormément de contact. Donc ça, surtout si vous avez ça, vous déstressez, sachez que c'est normal, c'est juste fatigant, hein, surtout quand ça se passe la nuit. Alors là, vous avez passé une nuit d'enfer.
mais c'est normal, d'accord? Donc voilà, sachez simplement ça sur la montée de lait, c'est physiologique, c'est animal, hein, c'est vraiment le corps qui reprend le dessus, etc. Il n'y a pas de contrôle à avoir dessus et du coup ça a des conséquences sur votre bébé. Deuxièmement, ce qu'on surveille énormément pour votre bébé à la maternité, c'est l'ictère. L'ictère, c'est quoi? C'est l'équivalent de la jaunisse, c'est-à-dire le teint jaune au niveau de votre bébé et les conjonctives un peu, la couleur blanche là au niveau des yeux deviennent jaunâtres. D'accord? C'est dû à quoi? Quelles sont les causes de ça? C'est en fait un excès de bilirubine. C'est de la destruction des globules rouges. Ah, bah il y a mon chien qui est en train de boire là, donc vous devez l'entendre. Donc c'est la destruction des globules rouges qui fait que la bilirubine s'accumule et au lieu que le foie le détruise et soit efficace, le foie n'est pas encore assez mature. Donc la bilirubine s'entasse, s'accumule et ça donne la couleur jaunâtre au niveau de la peau et au niveau des yeux. En soi, c'est pas bien grave si c'est traité. Si vous ne le traitez pas, il peut y avoir des grosses conséquences avec des lésions cérébrales, etc. Mais c'est pour ça que quasiment de manière journalière, quasiment quotidiennement, on le surveille avec un Billy Flash, c'est-à-dire qu'on met un petit flash sur le front de votre bébé ou alors sur le torse de votre bébé et on regarde un petit peu selon les courbes, est-ce qu'il est jaune ou pas. Si visuellement il nous paraît jaune, on le contrôle également. Si jamais le contrôle n'est pas cohérent ou alors on a un doute ou alors il est trop élevé, on peut faire du coup un contrôle sanguin, donc une bilirubine sanguine pour qu'on ait vraiment quelque chose de très fiable. Et soit c'est négatif, c'est-à-dire qu'il est en dessous des courbes, c'est parfait, on continue de le surveiller, on continue de voir un petit peu comment est-ce qu'il évacue, parce que souvent quand il fait beaucoup pipi et beaucoup caca, il évacue justement toute cette bilirubine, donc c'est très bon. On voit s'il commence à se réveiller, parce que souvent la jaunisse, ça les met KO, ils sont complètement endormis, etc. Donc ça c'est aussi un signe. Donc soit c'est négatif, tout ça, on continue de le surveiller, soit c'est positif, et dans ces cas-là, il faut envisager un traitement. Le traitement pour la bilirubine, pour l'ictère, c'est la photothérapie. C'est quoi la photothérapie? En gros, c'est un espèce de tunnel, donc on appelle ça un tunnel, mais en gros, c'est comme une couveuse, on va dire, un espèce de lit avec une lampe bleue au-dessus. Ça envoie des UV et du coup, ça traite la bilirubine, ça traite l'ictère du nouveau-né et ça permet justement de diminuer le taux de bilirubine dans le corps et donc en général, le bébé va beaucoup mieux après. On refait des contrôles souvent post-photothérapie, donc après la photothérapie, pour voir si ça a été efficace, si c'est suffisant ou s'il faut en refaire. Sachez que le seul inconvénient pour vous, c'est que ça retarde la sortie. Quand on finit la photothérapie, il faut compter 48 heures de plus en maternité après la photothérapie avant d'envisager une sortie. Donc pour les parents, souvent, c'est pas évident, c'est très long, on a envie de rentrer à la maison, on en a marre, et puis le bébé il va plutôt bien, on comprend pas, etc., etc. Mais sachez que si on ne traite pas, si on ne surveille pas, il peut y avoir des grosses conséquences pour votre bébé. Et 2 jours en maternité ou alors une vie entière de séquelles cérébrales, clairement le choix est normalement déjà fait pour tout le monde. Voilà. Si aussi vous sortez et qu'en fait ça allait bien, mais qu'on se rend compte à la maison qu'il devient jaune, etc., vous devrez rentrer de nouveau à l'hôpital pour un contrôle, donc aux urgences pédiatriques pour un contrôle. Et s'il est positif, c'est-à-dire que s'il est au-dessus des courbes, il devra être traité. Et là, vous n'êtes pas sûr d'être hospitalisé avec votre bébé. Donc c'est pour ça que plus on le fait en maternité, vous êtes encore tous les deux, vous êtes maman et bébé ensemble. Donc autant qu'on soit sûr quand vous rentrez à la maison que le taux de bilirubine, donc l'ictère, soit derrière vous et qu'on n'en parle plus, d'accord? Donc c'est très long, c'est compliqué pour les mamans d'accepter ça, surtout en ce moment en période de confinement avec le papa qui est à la maison et maman qui est toute seule à la maternité. C'est super dur pour vous, mais c'est vraiment important de comprendre que là, il s'agit de la santé de votre bébé et de la santé à long terme, d'accord? Parce que s'il y a des séquelles neurologiques, c'est pour toute sa vie, donc ça a un impact clairement sur votre vie aussi. Ok, donc c'est vraiment pour ça qu'on le traite, c'est vraiment pas un plaisir pour nous de traiter, on n'a pas un plaisir, on se dit pas ouais un bébé sous photo, yes super, non pas du tout, c'est vraiment parce qu'il en a besoin qu'il faut le faire et c'est pour ça qu'on surveille. Alors sachez que si par exemple vous êtes de groupe O et que votre bébé est de groupe A, parce que papa par exemple était de groupe A, sachez que voilà, une incompatibilité de groupe, ça peut provoquer, en tout cas c'est un facteur de risque par rapport à l'ictère. Mais ça, on le reverra en maternité, c'est du cas par cas. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'ictère, n'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme, votre médecin traitant, votre généraliste, votre gynéco, n'importe qui. N'hésitez pas à en parler si vous avez un doute, une question, etc. Il faut vraiment poser toutes vos questions parce que, en tout cas, nous, on va le surveiller de manière vraiment accrue en postpartum. Et enfin, les maux du postpartum, donc les maux pendant la maternité. Alors
ça, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur mon postpartum, ce qu'on ne vous dit pas, d'accord? Je mets le petit lien en haut ici. N'hésitez pas à aller voir parce que là, du coup, je parle un petit peu de tous les maux, c'est-à-dire les tranchées, donc les douleurs de contraction, les douleurs au niveau de la cicatrisation, que ce soit du périnée ou de la cicatrice, la fatigue qui s'accumule, les hémorroïdes, les jambes, etc., etc. Tout ça, c'est en plus de tout ce que je vous ai dit par rapport à l'allaitement, par rapport à l'ictère. Donc voilà, donc tout ça, c'est un peu votre séjour en maternité. C'est pour ça qu'on vous garde plusieurs jours pour voir un petit peu comment le lien mère-enfant se passe, comment est-ce que ça se passe pour votre bébé et pour vous, comment est-ce que vous vivez votre maternité, parce que c'est quand même une nouvelle vie qui commence, hein, donc comment est-ce que vous faites, etc. Et c'est pour ça qu'en général, il faut compter plusieurs jours avant la sortie et que vous soyez prête avec les armes pour rentrer à la maison. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai pas abordé un thème ou quoi que j'ai pu oublier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à m'encourager, mais sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!